5 ans maintenant, et qui est l'occasion pour les freelances à travers l'Europe de se connecter, de se faire connaître, de faire connaître leur réalité, de faire entendre leur voix. Et on voulait organiser ce panel en live, parce que bon, on en a un peu marre des webinaires, mais on a vite senti la semaine dernière que la situation ne s'améliorait pas, et c'est pourquoi on a décidé de organiser ça en webinaire pour être sûr de pouvoir le faire, et fort heureusement, c'est ce qui se passe. Donc, avant de rentrer dans le panel et d'expliquer, de présenter tous les intervenants, je voudrais juste vous donner quelques informations techniques à laquelle j'aimerais bien que vous fassiez attention. Alors, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas en train d'intervenir, éteignez les micros, pour ceux qui sont sur Jitsi. Éteignez aussi la vidéo, ça permettra une meilleure stabilité. Et sachez que vous pouvez poser des questions dans la chat qui est dans votre écran en bas à gauche. Il y a une petite bulle, vous pouvez y poser vos questions qui seront relayées en fin de la dernière demi-heure en fait de ce panel. Et vous aurez aussi la possibilité, pour ceux qui sont sur Jitsi, de poser la question de vive voix dans la dernière demi-heure. Sachez qu'on est diffusé aussi sur YouTube, mais seulement pour le moment pour les personnes qui se sont inscrites. Les personnes qui sont sur YouTube peuvent poser leurs questions dans la petite chat qui sera relayée, et les questions seront posées lors de la session questions-réponses à la fin de ce panel, dans la mesure du possible. Ça dépend évidemment de combien de questions on a. Si, pour ceux qui sont sur Jitsi, il y a des problèmes techniques à un moment donné, c'est peut-être mieux d'aller juste sur YouTube. On est désolé de ne pas pouvoir accepter tout le monde sur Jitsi, mais en fait, la stabilité demande un certain nombre de participants, au-delà duquel la connexion n'est pas très bonne. Alors, pour revenir sur ce panel, on est ici pour parler des conséquences du Covid sur le travail, sur toutes ses coutures. Comment est-ce qu'on a dû se réorganiser, tout un chacun, les travailleurs, comment ça a impacté les revenus, mais aussi comment ça a impacté le ressenti, le vécu, et comment ça a eu un impact aussi sur la sphère privée. Ces derniers temps, on a vu beaucoup de chiffres passer dans les médias, dans des articles spécialisés sur le nombre de chômeurs ou de personnes bénéficiant de chômage économique ou temporaire, sur les baisses de chiffre d'affaires, sur les impacts sectoriels, etc. Mais derrière tous ces chiffres, en fait, il y a des réalités vécues qui sont très différentes. Et on a vu que cette situation de Covid a fait amplifier en fait des problèmes qui étaient déjà connus avant, comme l'accès à la protection sociale pour certaines populations. Et en particulier, lors de ce panel, on veut parler de la situation des travailleurs autonomes, qui sont ce qu'on appelle de manière générique une partie des travailleurs atypiques. On aurait pu prendre différents accès, mais bon, ici, c'est un panel organisé dans le cadre de SMART, et les sociétaires de SMART sont des travailleurs autonomes bien spécifiques, et on pensait que c'était important de mettre en lumière leur situation. Donc, on le sait, il y a eu des problèmes de sous-accès à la protection sociale qui ont été criants pendant cette période Covid. Il y a eu une difficulté des pouvoirs publics à prendre en considération ces carrières qui sortent des trajectoires habituelles. Et c'est interpellant parce qu'en fait, c'est quand même les travailleurs qui ont le plus augmenté sur le marché du travail ces dernières décennies. Les travailleurs autonomes, si on prend par exemple les indépendants, ils n'ont pas augmenté statistiquement, mais la part des freelances qui n'ont pas d'employés, qui sont ce qu'on appelle des high pros en anglais, eux, ils ont clairement augmenté. Si on ajoute à ça des personnes qui choisissent des modèles comme les coopératives d'emploi ou Smart, ou un modèle plus salarié, eh ben, on voit que ce chiffre augmente encore plus. Il y a eu pas mal d'analyses un peu partout. En Europe, il y en a même une à laquelle on a participé sur les travailleurs atypiques qui travaillent sous forme coopérative, dans laquelle Smart a participé, qui a été menée par CECOP. Et là-dedans, on voit que, en fait, la situation de difficulté de prise en compte par les cadres de protection sociale, en fait, c'est une situation qu'on voit un peu partout dans les pays européens, sauf au Danemark et dans une moindre mesure dans des pays nordiques où il y a des systèmes de protection sociale dits plus universels, où en fait le statut du travailleur importe peu
par rapport à l'accès aux droits. Alors ici, on va certes parler de niveau macro, de statistiques, mais on veut aussi parler de vécu, de comment cette expérience nous a marqués et fait réfléchir individuellement et collectivement, et la place qu'elle a pris dans nos vies. Quels besoins elle a fait émerger, cette crise Covid, au niveau de la société aussi. Et donc, à partir des constats, l'idée est de réfléchir aux suites, c'est-à-dire comment on va prendre en compte les chamboulements liés au Covid lors du post-Covid, certes, c'était l'intitulé de ce panel, mais aussi dans cette deuxième vague qui commence. Donc, première partie, les constats. Deuxième partie, que nous apprennent les constats. Alors, pour cela, il y a 3 intervenants. Il y a Anne-Laure Desgris, co-dirigeante de SMART. Il y a Julien Charles, coordinateur de recherche au CESEP et chargé du cours invité à l'UC20. Et il y a aussi Samuel Michalon, membre de SMART, formateur. Son activité, c'est vivre le travail. Et donc, Julien et Samuel vont nous présenter les résultats d'analyse qu'ils ont menés sur cette question du Covid. Si on a invité ces chercheurs en particulier, c'est pas uniquement pour les thèmes et la connaissance que ces personnes ont des travailleurs autonomes, mais c'est aussi pour l'approche de leur analyse qui prend en compte aussi le ressenti des sondés et une réflexion qualitative plus large sur ce que l'expérience Covid nous apprend sur nos sociétés et des leçons pour la suite. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment apprécié. Mais avant ça, on a une petite intervention surprise. On a collecté quelques témoignages auprès de nos membres sur la situation du Covid. Et Marcella Militello, on n'a pas pu toutes les présenter, on n'a pas eu le temps de faire un montage. Donc, on a demandé à Marcella Militello, une collègue ici de chez Smart, de nous faire un petit résumé de ce qui est remonté de ces quelques membres qui ont bien voulu témoigner pour nous. Alors, Marcella, si tu es prête, je vais d'abord te demander, selon les témoignages récoltés, à quelles adaptations organisationnelles ont été confrontés nos membres et quelles ont été les conséquences pour eux. Bonsoir Sarah, bonsoir à tous et tous. Donc, nous avons demandé aux sociétaires que nous avons interviewés, qu'ils étaient tous des professions hautement qualifiées, quel était l'impact donc sur leur métier, et nous avons constaté que cet impact était différent par rapport au type, donc aux pratiques de travail. D'abord, nous avons vu qu'il y a dans les catégories artistiques, par exemple les arts plastiques, les arts de la scène, ils ont l'habitude de travailler en solo ou en collectif, et 80% plus ou moins de leur travail se place en solo, donc dans une sphère un peu plus privée, et 20% de leur travail dans une sphère relationnelle. Mais ces 20%, ils restent extrêmement importants, donc la sphère relationnelle reste extrêmement important, parce que ça comporte donc les moments de relation avec les clients, des moments de réseautage, des rencontres professionnelles, des rencontres avec le public. Et donc là, il y a eu un énorme impact dans les ventes, donc la fermeture des foires, des galeries, et aussi dans le monde musical, par exemple, ils ont été énormément impactés par la fermeture totale de la scène musicale, surtout des nuits de clubbing. Donc là, il y a eu un arrêt total. Pour d'autres catégories non artistiques, imaginons des psychologues, des formateurs, des personnes qui travaillent dans les médias, presque 100% de leur travail est relationnel. Bon, disons pas 100%, mais plus ou moins une grosse partie. Et eux, ils ont été impactés sur 3 aspects principalement. Donc, l'aspect relation, donc quand même client-patient, par exemple, l'incapacité de se déplacer ou d'utiliser des outils informatiques pour certaines catégories de personnes. Les psychologues, par exemple, ils nous ont fait part qu'il y a certains patients, ils avaient un manque d'intimité et donc ne pouvaient pas participer en distanciel. Ils ont perdu des clients. Et les formateurs, ceux qui travaillent dans les médias, l'absence clairement de réseautage. D'un point de vue méthodologique, ils ont dû expérimenter de nouvelles méthodologies. Et d'un point de vue personnel, ils ont été fortement impactés, surtout ces métiers qui n'avaient pas l'habitude de travailler avec l'ordinateur. Et ils se sont trouvés à travailler pendant 12 heures devant un écran. Ils ont ressenti des fortes fatigues, des maux de tête.
et donc aussi le besoin de réduire la charge, le nombre de séances avec leurs patients ou clients, ça dépend si c'est des psychologues ou des formateurs. En général, pour tous les métiers, il y a cet fort impact sur l'aspect relationnel qui est fondamental pour la vie professionnelle, que ça concerne la partie des productions, d'organisation, aussi de commercialisation de leurs services ou biens. Merci Marcella. On a accès à des aides d'État? Alors, pour ce qui concerne les aides, la plupart de nos interviewés, donc, ils avaient déjà un accès au chômage, ils ont pu réouvrir donc leur l'accès préalable qu'ils avaient déjà pu obtenir, ou ils bénéficiaient déjà de la protection de l'intermittence, dont les soi-dit statut d'artiste, entre guillemets. Mais aucun des interviewés, et ils avaient aussi des réserves. Donc, beaucoup, ils ont parlé, ils ont dit qu'ils avaient des réserves d'argent à côté. Mais aucun a pu bénéficier d'un accès chômage Covid ou d'un accès à un autre type d'aide et de support par les gouvernements. En plus de ça, il y a une catégorie donc des travailleurs atypiques autonomes qui n'avaient pas encore cotisé suffisamment pour avoir accès au chômage, qui ne bénéficiaient pas quand même du statut d'artiste parce que c'est des profils non artistiques et qui comme ce n'était pas, ils n'avaient pas un numéro TVA, ils n'ont pas reçu aucun type de support et ils pensent donc être les grands oubliés de cette crise sanitaire. Pour celles et ceux qui ont demandé de l'aide au chômage temporaire Covid, nos interviewés, certaines ont essayé et suite à de longues procédures, des informations contradictoires qu'ils ont reçues de part des organes compétents, en fait, ils ont découvert, beaucoup d'entre eux au final, qui n'avaient pas d'accès parce que tous les métiers hors de la scène n'avaient pas d'accès au chômage Covid. Donc, il y a de la mer en bouche, voilà, une grande frustration par rapport à ça. Ok. Et est-ce qu'ils ont reçu des soutiens de Smart? Alors, par rapport à la question que nous avons posée, aucun d'eux a fait une demande spécifique de soutien économique à Smart. Ce qu'ils ont qualifié comme soutien qu'ils ont obtenu, c'était un soutien administratif vis-à-vis de la législation qui changeait, donc ou la mise à jour avec les nouveaux documents dont ils avaient besoin quand même pour présenter leur demande de chômage, et l'avance sur salaire. Donc, l'avance sur salaire est donc grâce au fonds garantie salariale que Smart a mis en place depuis son début. En fait, ceci a permis à ces sociétaires de pouvoir, ces salariés, payer leur salaire, même si les clients étaient en train de passer un moment de crise économique et peut-être ils auraient eu des problèmes aussi à honorer leurs factures. Ok. Merci Marcella. Alors, alors la première question, elle est pour toi. Alors, en tant que co-administratrice déléguée de Smart, peux-tu nous expliquer le contexte des sociétaires Smart à un niveau plus macro? Marcella nous a donné nous a cité des situations de certains membres qu'on a pu interviewer, mais peut-être une vue plus globale. Et quel a été l'impact Covid en France et en Belgique pour les membres en termes de chiffre d'affaires, différence entre les secteurs, peut-être même un peu les réponses politiques, est-ce qu'elles étaient adaptées ou pas selon toi, et comment est-ce que la coopérative Smart a réagi? Merci. Oui, donc effectivement, les éléments que je vais partager maintenant ont trait soit à la France ou à la Belgique, même si on a des smart aussi dans d'autres pays européens. Ce que je peux présenter, puisque tu parlais d'un niveau macro, c'est ce que Smart a mis en place, que nous avons appelé plan Corona. Et donc, à partir du moment où la crise sanitaire a démarré, on a mis en œuvre quatre niveaux d'intervention. L'accompagnement des prestations annulées, des mesures de soutien à l'activité économique et puis des mesures qui sont liées plutôt à la solidarité coopérative, la dimension communautaire et enfin des mesures de relance économique. Sur ces quatre volets,
au début de la crise sanitaire, donc ça a été principalement l'accompagnement des prestations annulées. Alors pour certains secteurs, Marcella, tu viens d'en faire état, notamment tout ce qui est secteur artistique, spectacle vivant, tout s'est arrêté quasiment du jour au lendemain. Et notre système Smart, la plateforme Smart qui est organisée de façon automatisée et dématérialisée, on s'est retrouvé en quelques jours, quelques semaines à devoir réorganiser cette automatisation de transformation de chiffre d'affaires, de prestations vers du salariat, à tout d'un coup tout organiser pour faire de la déclaration de droits sociaux avec des mesures qui étaient déclinées selon le côté de la frontière où on se trouvait en France et en Belgique au fil de l'eau. Donc ça a été une période en tout cas pour l'équipe et tout ce qui était système d'information, système informatique, des semaines et des semaines sur le pont avec parfois des réussites ou des erreurs déclaratives qui ont été complexes. Et les membres, quand ils ont réussi à accéder à leurs droits sociaux, ça a été, ça nous a amené parfois à déclarer des choses, contre-déclarer, redéclarer. Ça a été quelque chose. Mais donc, on a géré toutes les annulations de contrats et pour les personnes qui bénéficiaient soit de droits ouverts, soit de contrats longs, activer tout ce qui était en lien avec le chômage temporaire pour raisons économiques. Ça a été diversement accessible selon qu'on soit français ou belge, puisqu'en Belgique, il nous a été très difficile de faire reconnaître au pouvoir fédéral ou régional le fait qu'on soit salarié. Ça n'était pas possible de le faire valoir en Belgique, et on n'a pas pu faire valoir non plus que les personnes étaient indépendantes. Donc ça fait toujours partie des choses qui sont en négociation. Sur les mesures de soutien à l'activité économique, nous avons eu toute une stratégie de solidarité, là aussi déclinée différemment selon la France ou la Belgique, mais en contact avec les donneurs d'ordre pour permettre, même si les prestations avaient été annulées, de pouvoir honorer ces prestations-là et les paiements des salaires. Ce qui a été bien développé en France aussi, parce que le ministère, c'était la ligne posée par le ministère de la Culture et que Smart a suivi, et différemment en Belgique, puisque ça n'était pas toujours reconnu. On a mobilisé toutes les mesures existantes possibles, alors qui sont liées au niveau fédéral, régional ou local en Belgique, pour pouvoir soutenir les activités, principalement le chômage. Et puis en Belgique aussi, on a obtenu de Bruxelles Invest un prêt de 1,7 million d'euros qui permettra des prêts avantageux qu'on est en cours de déclinaison actuellement en soutien aux activités économiques des membres. Et puis, puisque là, c'est Bruxelles Invest, donc c'est valable pour cette partie-là du territoire, on est aussi en discussion avec le pendant wallon de ce fonds de financement. On a négocié là au niveau de la structure tous les reports d'échéance des administrations publiques, tant en France qu'en Belgique, que ce soit ONSS, précompte professionnel, TVA, des reports de 12 à 24 mois qui donnent des plans de report qui sont affichés et en lien avec notre trésorerie. Et puis, on a ouvert des lignes de crédit, des emprunts sur la structure pour financer justement cette trésorerie. Plaidoyer, tant en France qu'en Belgique, nous l'avons aussi activé, alors soit au titre de Smart, soit en lien avec les structures belges ou françaises, pour faire valoir justement la typologie des statuts qui sont spécifiques quand on utilise Smart, pour que les personnes, les membres puissent accéder à toutes les mesures d'aide. Nous avons activé aussi le report des échéances des sociétaires, ceux qui ont du leasing, des locations, etc. Tout ce qu'on a pu étaler, nous l'avons fait, donc en lien et en relation avec chacun des membres. Et en cours de réflexion, un fonds de solidarité économique que nous pourrions activer.
Au niveau coopératif, donc vie coopérative, solidarité coopérative, la dimension communautaire de Smart, on a mis en place un fonds d'aide sociale pour les situations personnelles et sur les chiffres que j'avais vu passer, il n'y a pas loin de 300 personnes qui ont pu en bénéficier avec une instruction spécifique en lien avec les situations individuelles. On a pu aussi mobiliser du soutien aux sociétaires à l'étranger avec de l'assistance, notamment s'il y avait besoin pour revenir dans le pays d'origine. Une dimension aussi relationnelle d'infos en ligne, d'échanges et de débats, puisqu'on a un blog d'infos qui s'appelle Chronique, qui a été rapidement mis en ligne et qui a pu offrir en tout cas de la visibilité sur les mesures en cours, sur ce qui était disponible au fur et à mesure où ça tombait de nos différents ministères, gouvernements et États. On a mis à disposition un fil coopératif avec une ligne téléphonique individuelle, alors là qui était plus du registre de l'appui psychologique et des groupes plus collectifs. Ça a été diversement, voire peu utilisé. Tous les dispositifs individuels ont été peu mobilisés et les ateliers de déconfinement qu'on a proposés aux membres ont été des espaces d'échange assez peu utilisés, je pense aussi parce que c'était très nouveau. Pourquoi est-ce que je dois me connecter de chez moi pour aller parler des éventuelles difficultés ou stress vécu? C'est quelque chose qui aurait demandé en tout cas d'appuyer un peu plus, d'aller plus au contact pour mobiliser. Mais quand ils ont eu lieu, ça a été de grande qualité, les retours ont été bons. Nous avons cherché aussi à avoir un appui aux initiatives de la communauté et je peux citer le partenariat avec Travi et qui a donné lieu à la production de masques sur Bruxelles. De l'entraide solidaire aussi avec une plateforme et là on avait été en partenariat avec Pouic pour permettre aux membres de se connecter ou de s'identifier, de se géolocaliser et de se mettre en relation par eux-mêmes et elles-mêmes. Et puis bien évidemment au niveau européen avec les autres Smart Europe avec un contact permanent et puis regarder là où on pouvait ou ne pouvait pas bénéficier ou faire bénéficier d'appui économique ou ne serait-ce qu'en trésorerie. Et le dernier volet sur lequel on travaille actuellement là depuis la rentrée en septembre, c'est tout ce qui a trait aux mesures de relance économique. Donc j'ai cité tout à l'heure un prêt qu'on avait eu avec Bruxelles Invest et puis des fonds aussi que nous pourrions réunir en interne pour faire bénéficier des financements, soit à taux très préférentiels et une réflexion pour avoir des mécanismes de crédit interne à taux zéro. Ça, c'est en cours. Et tout un volet de formation aussi qui a été conséquent puisque je pense que c'était à partir du mois de mai, le temps de les mettre en place, il y a eu pas loin de 60 formations en ligne qui ont été plébiscitées, au moins 750 participants, des formations toujours complètes qu'on a même dû dédoubler. Donc ça, c'est un volet sur lequel on continue de se mobiliser puisque visiblement c'est soutenant aussi pour ces éléments liés à la reprise. Voilà déjà ce que je peux vous partager sur cette première partie de présentation. Merci Anne-Laure. Du coup, si Julien Charles n'a plus de difficultés de connexion, je vais lui demander d'intervenir. Donc, pour toi, Julien, tu as mené avec d'autres chercheurs une enquête intitulée « Aux confins, travail et foyer à l'heure du, entre parenthèses, D, et puis confinement ». Est-ce que tu peux nous expliquer la démarche et présenter les résultats de la recherche avec un focus en particulier, si possible, sur les freelances, avec peut-être une comparaison par rapport aux autres travailleurs? Je réactive mon micro. Donc, si ça fonctionne pas, je changerai de machine. Enfin, j'essaierai. Donc, effectivement. Live streaming is on.
La connexion vient de reprendre. Mesdames et messieurs, la connexion vient de reprendre. La connexion vient de reprendre. Normalement, nous sommes à nouveau on sur YouTube, même si nous avons perdu quelques personnes en chemin. Mais ça va sûrement revenir. Nous avons de nouveau 4 spectateurs. Je vous laisse continuer cette conférence. Merci de votre patience à toutes et à tous. Et je vous laisse. Je retourne dans ma petite cabine de gestion technique. Merci de votre patience. Merci Nico. Du coup, Julien, vas-y. Ouais, donc je vais aller droit au but pour éviter de perdre du temps sur. Moi, ce qui me semblait important de rappeler, c'est que quand même ce que l'enquête montrait, c'est que la plupart des dispositifs de la protection sociale ont été efficaces et ont servi à beaucoup de gens. Alors peut-être pas à tous, on en parlera, mais le simple fait, par exemple, que les services publics aient été reconnus en Belgique au moment où on a identifié les secteurs essentiels comme étant des services essentiels dont on devait assurer la continuité. Ça me semble montrer que cette protection sociale, elle existe, qu'elle est au cœur de notre société et qu'il faut la préserver et voir la sortir du marché. On y reviendra tout à l'heure. Il y a plein d'employeurs qui ont dû respecter des contraintes aussi, donc le droit du travail a continué à s'appliquer. Il y a toute une série de personnes qui ont bénéficié du chômage. Je t'ai parlé tout à l'heure du statut d'artiste. Il y a eu du chômage extraordinaire, il y a eu des congés parentaux spécifiques, donc je pense que ça c'est quand même important de le rappeler, on ne vit pas dans un désert de protection sociale. Alors c'est clair qu'il y a plein de gens aussi qui passent à travers les mailles de ce filet de protection, et typiquement quand on voit dans l'enquête que les femmes déclarent être beaucoup plus fatiguées et avoir beaucoup plus de difficultés à concilier leur emploi et leur vie de famille, ça montre que ce filet de sécurité et qu'on n'est pas tous égaux face à lui. Et c'est particulièrement le cas aussi pour les travailleurs atypiques. Alors, ils étaient une grosse centaine, 134 pour être précis, à répondre à notre enquête. Ce qui nous a surpris quand même de façon significative, c'est que quand on leur posait des questions sur la façon dont ils avaient vécu le confinement, on n'avait pas de différence significative sur cette expérience-là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travailleurs qui, pour la première fois, ont du travail à domicile avec des horaires atypiques et qui n'y étaient pas habitués. Alors, on peut imaginer grossièrement sans doute que les travailleurs atypiques sont habitués à ce genre de choses et pourtant, ils n'ont pas vécu le confinement différemment. Les difficultés qu'ils nous décrivent sont semblables à celles que les autres travailleurs décrivaient. Alors, il y a un enjeu sur lequel il y a une différence significative, c'est celui du revenu, parce qu'ils sont, dans notre échantillon en tout cas, 73% à déclarer avoir perdu des revenus, alors que sur l'ensemble de la population, on était à 32% à déclarer avoir perdu des revenus. De la même façon, cette perte de revenus, elle est plus importante que pour les autres travailleurs, et ils sont même 15 fois plus nombreux, ce que Anne-Laure en parlait un peu rapidement tout à l'heure, à pas avoir eu de revenus du tout. Donc, je pense que vraiment sur cette situation particulière, l'enjeu de la sécurité des moyens d'existence et donc entre autres des revenus est vraiment au cœur de ce qui doit nous intéresser pour regarder cette catégorie de travailleurs qui sont les travailleurs atypiques, d'autant plus que contrairement à d'autres travailleurs, on n'a pas vu leur consommation baisser de façon significative. Donc, ils sont les grands perdants, si vous voulez, au niveau strictement financier de la première phase du confinement, au sens où ils ont perdu les revenus et contrairement à d'autres, ils n'ont pas baissé leur consommation. Donc moi, ça nous fait dire, avec le collectif d'auteurs qu'on a rassemblé autour de ça, il y avait vraiment un enjeu collectif autour de ces travailleurs-là, parce qu'ils sont pris dans des situations qui sont extrêmement semblables, même s'ils les vivent de façon individuelle. Alors pour essayer de traiter celui-là, dans les faits, on n'a pas eu beaucoup de matière sur cette population-là, et donc ce qu'on essaie de faire alors, c'est de regarder comment les conditions de travail et le contenu du travail ont évolué pour les autres travailleurs et pour les travailleurs de façon générale pendant le confinement. Et ça, ce qui est assez significatif, c'est de voir que 3/4 des personnes qui ont répondu à notre enquête estiment que les conditions de travail ont évolué et 2/3 que le contenu même de leur activité a évolué. Alors, ce qui nous importe de souligner ici, c'est de regarder d'abord comment ont évolué ces conditions de travail, pas au sens du contenu de l'évolution, mais de la procédure qui a été mise en place pour faire évoluer les conditions de travail. Ce qui est important de souligner, c'est que
dans ce cadre-là, on a vu une hausse importante des prises de décision en équipe sur la définition des conditions de travail. C'est-à-dire que la façon dont les conditions de travail sont habituellement définies, c'est l'employeur qui définit les conditions de travail, c'est ça qu'un contrat de travail dit habituellement, et ça reste dans les réponses celle qui est la plus souvent formulée par nos répondants. Elle reste la première après, elle était la première avant le confinement, elle reste la première après, même si elle subit une forte chute. Et celle qui gagne de plus en plus de sens, c'est cet enjeu à discuter collectivement de nos conditions de travail. Donc ça nous semble important de voir que pendant le confinement, malgré l'éclatement des collectifs au sens matériel du terme, c'est-à-dire les gens étaient plus en coprésence, il y a quand même eu des discussions collectives sur la façon dont on définit les conditions de travail. Et ça se voit de la même façon quand on liste toute une série de difficultés auxquelles les personnes sont confrontées et qu'on leur demande qui a pris des mesures pour lutter contre ces difficultés. C'est à nouveau l'équipe qui apparaît comme étant une des dimensions importantes, même si là, la réponse la plus régulière était soi-même. Donc, ce sont les personnes elles-mêmes qui ont pris des mesures pour lutter contre les difficultés auxquelles elles étaient confrontées pendant le confinement. Mais l'enjeu collectif reste présent avec une prise en charge de ces difficultés de façon collective. Et donc, ce qui nous paraissait important dans la conclusion de l'enquête, c'était de soutenir l'idée que ces transformations-là, donc cette augmentation de la discussion collective sur le travail, il y avait un sens à essayer de l'instituer pour en faire une dynamique collective et pas seulement des enjeux ponctuels et individuels, un peu comme la question du temps et du ralentissement dont une partie des travailleurs ont fait l'expérience pendant le confinement. On voit bien que dès que les politiques publiques ont évolué et ont plus soutenu ce ralentissement, ben, il n'est plus été question du tout de ralentir son temps de travail. Au contraire, les gens ont recommencé à travailler plus. Donc, on voit bien comment c'est les cadres collectifs qui définissent la façon dont on fait l'expérience du temps au travail. Et l'autre enjeu, c'est de voir aussi cette période-là, cette période du confinement, comme un moment où on a pu aborder la question qui est habituellement une prérogative vraiment de l'employeur, sur laquelle les travailleurs ont habituellement pas grand-chose à dire, c'est celle des finalités du travail. Alors sans doute que les freelances, en choisissant, en tout cas en partie eux-mêmes, le contenu de leur activité, les raisons pour lesquelles ils choisissent telle ou telle activité, ils ont l'habitude de ça, mais si on veut réfléchir collectivement, c'est quelque chose qui est plus inhabituel. Et donc, la discussion qui a été ouverte en Belgique avec l'identification dans des arrêtés royaux des secteurs qui étaient utiles, essentiels, c'est quelque chose qu'on ne revoit d'ailleurs pas pendant la période actuelle où cette discussion-là est battue en brèche. Ce qui nous est apparu de façon assez significative, c'est le fait que, alors que 90% des personnes qu'on a interrogées considèrent qu'elles font un travail utile ou essentiel, il y en a seulement 45% qui travaillent dans un secteur qui est reconnu comme étant utile ou essentiel par ces arrêtés royaux. Or, si on considère que cette crise sanitaire est en quelque sorte une espèce de répétition pour les crises écologiques qui sont en cours et dont on va devoir absolument prendre en charge dans les années à venir, on voit qu'il y a un enjeu à définir, à continuer cette discussion sur le caractère utile et inutile de certaines activités, voire nuisibles sans aucun doute. C'est ce qui a été permis à un moment, il faudrait pouvoir le continuer. Mais il ne faudrait pas le faire n'importe comment non plus, parce qu'on voit qu'il y a un écart énorme entre la façon dont le gouvernement fédéral a défini ce caractère utile et la façon dont les travailleurs eux-mêmes font l'expérience de l'utilité de ce travail. Et donc là, il y a un enjeu sans doute, il y a une place pour le modèle coopératif qui a non seulement une histoire d'avoir un discours autour de cette généralisation de la discussion sur le contenu et sur les modalités d'organisation du travail, mais jusqu'aux finalités du travail et à la répartition de la valeur. Il y a non seulement un discours sur ça qui existe dans le milieu coopératif, mais aussi des pratiques dont il faudrait pouvoir tenir compte, me semble-t-il, pour mieux affronter la phase de reconfinement dans laquelle on est plongé depuis quelques jours. Voilà. Merci Julien pour cette intervention. Très éclairant. Je vais passer la parole maintenant. Attendez, parce que petit problème technique. Voilà. Je vais à présent passer la parole à Samuel Michalon, qui a aussi mené une enquête que tu as mentionnée, qui s'appelle Travail et confinement,
Et je me demandais, Samuel, est-ce que tu peux nous expliquer ta démarche et présenter tes résultats et peut-être comparer par rapport à ce que Julien a dit maintenant. La parole est à toi. Ok, merci déjà pour l'invitation. Très succinctement, en fait, donc du coup, c'est une étude qu'on a menée avec une collègue qui s'appelle Céline Pochon. On a une activité, vous l'avez précisé, qui s'appelle Vive le travail. L'intention de départ, elle était assez simple. En fait, on était en confinement. On était sidérés comme tout le monde par les événements. Et on a une question qui a émergé qui était est-ce que la crise sanitaire va faire crise du travail au sens large. Donc ça, c'était notre question de départ, c'était la problématique. Et l'objectif de cette enquête, c'était à la fois de capitaliser, puisqu'en fait, sociologiquement, ça a été très très bien décrit, c'est-à-dire que quand on a des effets de crise, assez rapidement, en fait, on a une amnésie collective qui se met en place sur ce qui s'est vécu. Les gens reprennent assez vite le fonctionnement quotidien. Et donc, on voulait avoir une photographie en fait, de cette période qui est un peu extraordinaire. C'est la première chose. Et au même titre que l'étude qu'a coordonnée Julien, il y avait une volonté en fait de s'appuyer sur les modalités des méthodos qui sont utilisés sur des enquêtes conscientisantes. L'objectif, c'était de se dire, on va nous chercher de l'information, à la fois quantitative et qualitative, mais ce qu'on veut, c'est aussi que les individus puissent marquer et élaborer en fait par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre et de traverser. Pour donner quelques chiffres, on a eu un peu plus de 700 répondants-répondantes. J'insiste sur le répondant, puisqu'en fait, une des grandes surprises en fait, de notre étude, c'est qu'on a 72% de femmes qui ont répondu. Donc, on voit un déséquilibre très important au niveau genré. Et là, on n'a pas la réponse à cet écart, sachant que c'est quelque chose qu'on observe dans d'autres études qui ont été menées en parallèle pendant le confinement sur le rapport au travail. Donc ça, c'est une constante, ce n'est pas spécifique à notre échantillon. On a eu dans nos répondants, ce qui est intéressant, c'est que on a envoyé, en fait, on l'a adressé par capillarité dans le milieu coopératif. Et le premier élément, c'est qu'en fait, on tend vers une espèce de représentation de la population française avec un nombre conséquent de fonctionnaires, de salariés classiques. Et on a effectivement un effet de grossissement, puisque du coup, on a 20% de personnes qui répondent et qui sont issues du milieu coopératif. Samuel, est-ce que je peux juste te demander de parler plus fort ou de monter ton micro, s'il te plaît? Bien sûr. Est-ce que c'est mieux là? Ouais, enfin, il me semble, oui. Et alors, je vais essayer je vais pousser la voix. Merci. Donc, notre étude, en fait, elle portait principalement sur la question du rapport au travail pendant le confinement. Et la première question qu'on pose, c'est combien de temps vous travaillez, en fait, comparativement à aux périodes ordinaires. Et donc, on a 50% de notre population, en fait, qui travaille moins en termes de volume horaire. On en a 25% qui travaillent plus et on en a 25% qui travaillent la même charge, le même volume horaire. Donc, en fait, on voit vraiment qu'il y a des répercussions en fait, sur le travail. Et comme disait Julien, il y a des répercussions aussi sur les modalités d'organisation du travail. Avec en fait un paradoxe dans la période où les individus ont le sentiment que du coup, ils ont une diminution de la charge de travail, il y a une libération du temps, ils expérimentent une décélération dans le ressenti et dans le vécu du rapport au temps, mais avec des difficultés qui sont la difficulté à se déconnecter, puisqu'en fait, les gens travaillent de chez eux, et la difficulté à équilibrer en fait la vie personnelle et professionnelle, sachant que du coup, dans notre enquête, qui était principalement tournée côté français, une injonction gouvernementale très forte, c'était vous assurer le télétravail et vous assurer l'éducation des enfants si jamais vous avez des enfants. Donc, charge familiale, plus charge professionnelle, plus un peu de temps pour soi si jamais, en fait, ça c'est la cerise. Donc, du coup, on a une densification du temps, ça c'est le paradoxe, mais en même temps un ralentissement de l'activité de production. Donc ça, c'est assez important. Un point qui nous a... Juste encore un peu plus fort, s'il te plaît, excuse-moi. Encore un peu plus fort, ok. Ouais. De la même manière que Julien, avec ses collègues, ont travaillé en fait sur cette notion de l'essentialité. Effectivement, quand nous, on a construit le questionnaire, on avait au niveau médiatique et gouvernemental français cette question de l'essentialité des métiers. Donc, on s'est intéressé en fait plus précisément à ces aspects-là. Donc, on a questionné les individus là-dessus.
Et ce qui est très intéressant, au-delà des chiffres, en fait, c'est les réponses qualitatives des personnes. À savoir qu'en fait, dans notre échantillon, on a 39% des personnes qui considèrent leur activité comme essentielle. 39%, ça peut paraître assez peu. On peut se poser la question de quelle est l'utilité sociale pour celles et ceux qui répondent non à la question. Et on a déjà quelque chose d'un peu différent, qui est qu'on a 30% de personnes qui répondent que leur activité n'est pas essentielle dans le milieu coopératif. C'est-à-dire qu'en fait, on a moins de pourcentage de personnes qui considèrent leur activité comme essentielle dans le milieu coopératif par rapport à la population générale. Donc ça, c'est un fait intéressant. Et ce qui a mis l'accent pour nous et ce qui nous a fait prêter l'attention sur les résultats des personnes, c'est sur les réponses. Et comme le disait Julien, et ça c'est vraiment quelque chose de très très important qu'il faut se saisir en fait dans la période, c'est la manière dont se calibre la question de l'essentialité. C'est-à-dire que le discours médiatique gouvernemental a fait une fusion sémantique entre ce qui serait des activités essentielles et ce qui serait des activités utiles et prioritaires dans le contexte d'une crise sanitaire. Et donc, on a un biais en fait de réponse puisque les personnes nous disent ben, je ne sais pas, en fait, je pense que mon activité est essentielle pour la société, mais est-ce qu'elle est prioritaire dans la période? Et donc, ça veut dire qu'on a une obligation dans les prochains mois, dans les prochaines années, à équiper en fait le débat pour qu'on puisse avoir une vraie question, pour qu'on ait une question qui soit posée de manière stable, notamment par rapport aux différents enjeux écologiques, comme le disait Julien encore une fois, sur cette question de l'essentialité. Donc ça, c'est un point, voilà, c'est un point qui nous interpelle. Le point sur lequel je veux attirer votre attention, on a posé la question en France, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais donc on a eu 2 vagues en fait de confinement. On a eu la première vague et puis après on nous a annoncé un prolongement du confinement. Et donc on a posé la question est-ce que du coup il y a un ressenti de plaisir à l'annonce du prolongement du confinement? Donc du coup une poursuite de ces modalités d'organisation familiale, individuelle et professionnelle un peu différentes avec le confinement. Et donc, on a en fait 40% de notre échantillon qui déclarent prendre du plaisir à l'annonce du prolongement du confinement. Mais la question qui arrive derrière, c'est est-ce que du coup, vous êtes à l'aise en fait pour vous exprimer là-dessus? Et on a 80% des personnes qui nous disent qu'en fait, elles sont dans la difficulté d'exprimer leur plaisir, avec 2 éléments qui ressortent de manière saillante, à la fois la question de la peur du jugement des autres, et puis la culpabilité. Et donc là, on voit vraiment l'intériorisation de la valeur travail, de la valeur de l'emploi dans les réponses, et ce qui nous fait dire que mécaniquement, en fait, on a une obligation statistiquement de réajuster la variable, à savoir qu'en fait, on a 40% qui expriment leur plaisir dans le prolongement, mais vu que les gens anticipent le jugement négatif, en fait, il faudrait réajuster la variable à la hausse. Donc, ça veut dire qu'on serait en fait, on aurait un échantillon plus fort, plus important à éprouver du plaisir. Donc ça, c'est important. Ce qui veut donc dire en fait qu'il va falloir avoir un débat en fait individuel et collectif dans la suite sur la place du travail. Et là, on en arrive en fait aux derniers éléments que je voulais partager sur ce premier tour de table. On a posé la question des perspectives et de la projection dans le temps pour les individus suite à l'expérience du confinement vécu. Et là, c'est très, très intéressant. C'est qu'on a 20% de notre échantillon qui disent vouloir réduire leur temps d'emploi dans l'objectif de se réapproprier le temps ou de poursuivre en fait l'aspect confortable qu'ils ont pu éprouver dans la situation de confinement avec une notion de ralentissement, c'est-à-dire que c'était la première fois en fait dans notre société moderne que les gens pouvaient collectivement ralentir. Ça, c'est la première chose, donc avec une volonté de diminuer le temps d'emploi. Et la deuxième chose, c'est la volonté de remettre le travail à sa place. Donc, sous-entendu, remettre l'emploi à sa place, à sa bonne place, avec des expressions très, très stables dans les réponses qualitatives de personnes qui disent « mais en fait, j'ai besoin de re-hiérarchiser les activités. L'emploi était premier, était l'élément qui orchestrait, organisait l'ensemble de la vie. Et là, j'ai plus envie.
j'ai plus envie, en fait, j'ai envie de diminuer mon temps d'emploi, j'ai envie de diminuer mon temps d'exposition à l'emploi pour laisser de la place aux autres activités. Et là, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité française, mais du coup, c'est vraiment, ça fait vraiment écho. Il y a un choix politique très très fort de notre gouvernement, c'est de dire avec le couvre-feu, les activités, les autres activités sociales, familiales, bénévoles, etc., sont supprimées au profit du seul espace de production, de soi-disant de richesse. Et on a vraiment un lever du voile, si tant est qu'il y avait encore besoin de l'avoir, où en fait on voit bien que l'idéologie néolibérale place comme princeps et premier l'économie, la société est au service de l'économie, et ce qui montre une totale distorsion avec les aspirations des individus, puisque ce qu'ils ont expérimenté et ce qu'ils souhaitent vivre dans la période, en fait, c'est une remise de l'emploi à sa juste place et une volonté de retrouver du temps. Voilà. Ça rejoint cette notion de ce fameux monde d'après. Beaucoup de personnes rêvent au monde d'après, malheureusement, et c'est ce que disait Julien. Ce qu'on constate, c'est que les modalités en fait structurelles et économiques font qu'on est reparti avec une réaccélération et qui fait vivre un vécu d'autant plus difficile, voire dramatique pour les personnes, qu'elles avaient expérimenté un plaisir, une satisfaction dans cette temporalité-là, et que maintenant on leur demande de réaccélérer. Voilà, donc je pense qu'il y a un des grands sujets, mais ça je ne veux pas devancer la suite, un des grands sujets, c'est comment en fait on travaille collectivement sur cette réappropriation du temps et comment on sécurise les parcours. Je m'arrête là. Merci Samuel. Eh ben, voilà, je trouve que c'est super intéressant. Moi, je veux bien être un des premiers visages à découvert à corroborer tes résultats. Et je pourrais même rajouter que ça a fortement amélioré mon état de santé. Objectivement, par des analyses de sang, etc. Bref. Ceci étant, c'est assez intéressant parce que si je pense, je vais peut-être revenir à Julien maintenant, si tu veux bien. Dans l'analyse que tu as préparée avec tes compagnons de recherche, il y a 6 propositions qui sont sorties et celle de réduire radicalement le temps de travail, en fait, c'est celle qui est venue en dernier, si je me trompe. Donc, est-ce que tu veux peut-être réagir Donc, de un, tu en as déjà parlé dans ta présentation, mais peut-être un peu plus axé sur qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces constats. Et de deux, aussi peut-être voir cette différence de résultats. Voilà. Donc effectivement, l'enquête, elle faisait suite à une émission qu'on a diffusée le 1er mai, comme on était confinés le 1er mai, qu'on voulait quand même pouvoir fêter les travailleurs et le travail dans une certaine mesure. On avait organisé un débat, une conférence en ligne autour de 6 propositions, et l'enquête, elle venait aussi comme une réflexion en réflexion autour de savoir qui était l'acteur collectif qui aujourd'hui était capable de porter des revendications sur le monde du travail. Aujourd'hui, on voit qu'il n'y en a quand même pas beaucoup et que les organisations syndicales ne sont pas nécessairement à la pointe en matière de revendications, pour des raisons qu'on peut comprendre aussi. Il y a plein de choses à sauver, mais on voit que sur d'autres enjeux, ils sont fameusement en retard aussi, on peut le dire, y compris sur leurs propres valeurs. Je veux dire, quand il s'agit d'assurer la sécurité et l'autonomie des travailleurs, il ne faut pas nécessairement s'accrocher aux dispositifs qui ont été construits dans l'après-guerre. Il y a peut-être aujourd'hui d'autres dispositifs qui peuvent y répondre. On le voyait tout à l'heure, les dispositifs dont on dispose aujourd'hui, ils sont efficaces pour les gens qui sont en CDI temps plein et qui sont des mecs blancs, et que dès qu'on s'éloigne de cet idéal type du travailleur fordiste, pour prendre l'expression qu'on a utilisée pour décrire cette période-là, la capacité de la sécurité sociale à assurer la protection de ces personnes-là et à assurer leur autonomie, elle s'affaiblit fameusement. Donc l'enjeu, c'était de faire des propositions concrètes pour essayer d'asseoir cette sécurité, cette autonomie pour d'autres personnes. Il me semble effectivement que les propositions qu'on a faites, je ne vais pas pouvoir revenir en détail sur chacune d'elles, l'émission est toujours en ligne, vous pouvez aller les voir, elles avaient en commun de contribuer à une démarchandisation du travail,
C'est-à-dire l'enjeu étant vraiment ici de faire en sorte que le travail soit plus une marchandise, c'est ça dont il s'agit, qu'on puisse pas le vendre comme n'importe quelle autre chose, parce que comme notre sécurité et une série de droits dont on dispose en dépend aujourd'hui, il y a un vrai enjeu là à ouvrir ce débat-là et à voir aussi, et c'est particulièrement le cas dans les situations où le travail en question est essentiel et, pour reprendre le débat de tout à l'heure, est utile, y compris en temps de crise. Et donc, il y a un vrai enjeu là, non seulement à avoir une forme de sécurité sociale qui soit un peu plus universelle que ce qu'elle ne l'est aujourd'hui, voire toujours plus universelle qu'elle ne l'est, et à peut-être aussi démocratiser la réflexion autour de ce qu'il s'agit de protéger, de démarchandiser, voire de démocratiser l'entreprise aussi de façon un peu plus extensive. Donc aujourd'hui, on a vu comment les conseils d'entreprise ou les comités d'entreprise, pour parler dans les deux langues, avaient pu ou pas justement s'approprier ces enjeux-là, les questions auxquelles on était confrontés. On a vu que les organisations syndicales, dans notre enquête, n'étaient pas vraiment les interlocuteurs des travailleurs quand il s'agissait d'avoir cette réflexion sur le caractère essentiel de leur travail, mais c'était pas non plus leur interlocuteur quand il s'agissait de protéger leurs conditions de travail. Donc là, il y a un vrai enjeu ici à se réapproprier collectivement ces enjeux-là, en passant par les organisations syndicales, mais en se contentant pas des dispositifs dans lesquels on négocie aujourd'hui, CE et CPPT. Il y a d'autres choses à faire et je pense qu'il faut pouvoir aussi aborder d'autres objets que ceux qui sont discutés dans ces arènes-là, pour entre autres répondre au troisième enjeu qu'on identifie, qui est celui de dépolluer, parce que le capitalisme ne va pas se charger lui-même de répondre à la crise écologique, et que donc il faut qu'on se réapproprie ces espaces de décision, que ce soit au niveau de l'entreprise, mais aussi au niveau interprofessionnel, pour parler dans le vocabulaire belge. En tant que travailleur, il y a un enjeu là à articuler ces trois enjeux de démarchandiser, démocratiser et dépolluer, pour reprendre le sous-titre du manifeste travail qui a été publié il y a quelques jours par Isabelle Ferreras, Julie Batiliana et Dominique Méda. Et donc, moi, ça me semble être le discours qu'on doit tenir, c'est s'orienter autour de ces trois enjeux-là, et c'est ça qui a été massivement soutenu par les répondants à l'enquête. T'en parlais, Sarah, il y a 90% des personnes qui soutiennent 5 des 6 propositions. Et effectivement, celle de la réduction collective du temps de travail, c'est la seule qui est soutenue en deçà des 90%, elle est soutenue seulement par 73%, alors que c'est celle qui est la plus discutée aujourd'hui dans l'espace public, que ce soit en Belgique ou en France. Et en Belgique, les deux organisations syndicales soutiennent la réduction collective du temps de travail. Donc il y a un vrai enjeu là, il faut vraiment se poser la question de l'écart entre le discours et puis les pratiques et les choses dont les gens ont besoin. Et quand on analyse un peu en détail, en fait, le soutien à ces 6 propositions, ce qui apparaît, c'est que ce qui crée de l'adhésion et de l'adhésion forte à ces propositions, c'est pas le fait d'être d'accord avec elles intellectuellement, c'est le fait de les avoir déjà expérimentées. C'est-à-dire que si vous avez déjà fait l'expérience de votre autonomie en tant que travailleur, de discussions qui sont prises beaucoup plus en équipe, eh ben c'est les gens qui ont fait l'expérience de décision en équipe qui vont soutenir la démocratisation de l'entreprise en général. C'est les gens qui étaient déjà en réduction de temps de travail qui vont soutenir la réduction collective du temps de travail. Et donc là, je pense que vraiment, à nouveau, le monde coopératif a quelque chose à jouer sur cet enjeu-là, c'est-à-dire que la sortie du capitalisme, pour le dire dans des grands mots, ils tiennent pas seulement ce discours-là, ils ont des pratiques qui vont dans ce sens-là. Et donc, pour reprendre une citation de Marx que je veux bien ressortir, je vais noter. Marx disait dans Salaire, prix et profit qu'au lieu du mot d'ordre conservateur salaire équitable pour une journée de travail équitable, les prolétaires doivent écrire sur leur drapeau le mot d'ordre révolutionnaire abolition du salariat. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, en restant accroché au salariat tel qu'il existe, on n'est peut-être pas fondamentalement, on n'est peut-être pas en accord avec les revendications historiques du mouvement ouvrier, et qu'il y a peut-être un enjeu à se poser la question de si on est toujours OK avec cette idée que le travail doit apporter une forme de sécurité, et doit être un moyen d'être autonome et de s'émanciper. Il faut peut-être admettre le fait que les dispositifs de la négociation collective tels qu'ils sont construits aujourd'hui ne répondent pas à ces enjeux-là, et qu'il y a d'autres choses qu'on doit s'approprier. Et sur ces enjeux, je pense que typiquement la question de l'élargissement de l'expérience territoire zéro chômeur de longue durée qui a lieu en France pour le moment, et sa version maximaliste de la garantie emploi pour tous qui est soutenue
aux États-Unis par Alessia Ocasio-Cortez est un des moyens, un des dispositifs qu'on devrait pouvoir expérimenter, pas seulement penser, mais expérimenter, pour continuer à soutenir les choses qu'on a expérimentées individuellement pendant le confinement et leur donner une dimension beaucoup plus collective. Merci Julien. Je ne sais pas, Samuel, si tu veux réagir, et puis ensuite je vais demander à Anne-Laure de réagir. Et juste au niveau timing, j'aimerais juste laisser un peu de temps, donc si vous pouvez faire ça en 4-5 minutes maximum chacun, ce serait super. Donc Samuel. Donc si tu voulais réagir et si tu as d'autres choses que tu voulais parler sur les leçons pour cette deuxième vague Covid et le post-Covid. Non, par rapport à ce que disait… Il faudra parler plus fort, pardon. Par rapport à ce qu'a pu exprimer Julien, effectivement, il y a quelque chose, je veux juste insister, en fait, on est pleinement alignés, mais sur il y a une nécessité, en fait, à décorréler la protection sociale et le salariat. Il y a une vraie nécessité. C'est ce qui fait que c'est la grande difficulté pour les partenaires sociaux, en fait, pour les syndicats historiques, de regarder les évolutions, les mutations sociétales et les désirs des individus, des collectifs, puisqu'en fait, ils sont arc-boutés sur il faut protéger le salariat pour du coup sécuriser les parcours des individus. Donc là, en fait, ça amène sur toutes les pistes sur le revenu universel, revenu de base, etc., etc. Ça, c'est un premier plan sur lequel je suis pleinement d'accord. Il y a quelque chose qui… en fait, il y a un espèce de triptyque, si on essaie de modéliser, c'est comment on prolonge l'aventure de créer, innover, sécuriser les parcours et augmenter la protection sociale. Comment on la rend concomitante avec les enjeux, et Julien l'a redit, les enjeux écologiques, parce qu'en fait, il y a un vrai besoin de ralentir la production. Donc ça, c'est une vraie nécessité. Et c'est comment on assure un revenu décent pour les individus. Ça serait un peu le triptyque, avec un désir de pouvoir se réapproprier le temps. Ça fait partie de ce que disait Julien sur la question de l'émancipation des individus. C'est un véritable objectif. En tout cas, c'est ce que demandent les individus à la sortie du confinement. Ça, c'est une première chose. Et je pense qu'en fait, le système coopératif, le milieu coopératif, a un vrai rôle à jouer là-dedans. À savoir comment, en fait, entre les enjeux écologiques, la protection sociale et retrouver du temps, c'est quelles modalités on crée, en fait, collectivement pour que les individus puissent s'inscrire là-dedans, avec un double objectif. À la fois, comment et vous l'avez dit, tu as commencé l'introduction là-dessus, Sarah, Julien l'a ramené, c'est comment, en fait, on sécurise les travailleurs atypiques. C'est le grand paradoxe de notre époque, c'est que le libéralisme économique souhaite la montée en puissance, la montée en charge, en fait, des travailleurs atypiques, mais ne les protège pas. Donc, l'objectif derrière, c'est en fait de faire une paupérisation et une atomisation du corps social. C'est ça l'objectif. Donc, il y a un vrai objectif pour les coopératives, puisque c'est déjà éprouvé, c'est déjà expérimenté, donc il faut renforcer, il faut démontrer l'utilité pour les travailleurs atypiques des espaces coopératifs de protection sociale. Et dans le deuxième temps, c'est comment, en fait, on peut sortir progressivement d'une forme d'entre-soi du monde coopératif pour l'ouvrir, pour réussir à démontrer aux salariés du système classique qu'en fait, les aspirations et les désirs sont communs et comment le monde coopératif peut venir répondre à ces aspirations de sécurisation des parcours et de réappropriation du temps. Et ça va passer en fait par il faut recollectiviser le débat. Il faut que les gens puissent assumer en fait leur désir intime. Ça, c'est une vraie. Il y a une forme de. Il y a un objectif en fait de décoloniser l'imaginaire, puisqu'en fait on est pollué. Et là, ce qui se produit avec les discours depuis 15 jours par le gouvernement en France, c'est le tout travail. C'est le tout travail, c'est le tout emploi, puisqu'en fait les autres activités sont déniées. Donc voilà, l'objectif, à mes yeux, il se situe là. Et si on prolonge sur cet aspect en fait de la réduction du temps d'emploi, Julien, tu l'as très bien dit, tu l'as pas formulé comme une hypothèse, mais
tu dis c'est la proposition de la réduction collective du temps d'emploi, c'est celle qui est elle est plébiscitée, mais elle est moins plébiscitée statistiquement que les autres propositions. Et tu dis, mais en fait, c'est les gens qui l'ont expérimenté et il faut savoir que de manière complètement visionnaire, il y a presque 100 ans, Keynes disait ça. Il disait, mais en fait, on va devoir réduire le temps d'emploi, puisqu'en fait, la productivité horaire, elle augmente. On aura moins besoin, en fait, de produire en quantité horaire. Et la grosse question, en fait, Keynes parlait de dépression généralisée de la population, en disant, mais en fait, si on leur enlève cet espace de production, de définition de soi par l'emploi, comment vont-ils faire? Et là, c'est intéressant, c'est que les gens, en fait, Anne Lord disait, on a mis en place plusieurs modalités, plusieurs dispositifs, et on se rend compte que les individus, on peut solliciter les espaces d'accompagnement individuel, de soutien psychologique, ou les espaces pour déposer collectivement. Et en fait, parce que les gens, ils ont retrouvé des ressources collectives et individuelles dans le confinement pour se réajuster et s'adapter à la période. Donc, ça veut dire qu'en fait, au-delà des inquiétudes économiques, d'assurer sa survie, les individus, en fait, ils ont retrouvé des modalités pour s'exprimer ailleurs. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer. Il faut aller chercher, en fait, sur le désir des individus qui tendent à un ralentissement. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir organiser le ralentissement aussi de la production et enfin, peut-être débuter, en fait, la sauvegarde de notre planète. Je m'arrête. Merci Samuel. Anne-Laure, tu veux réagir par rapport à la deuxième vague? Qu'est-ce qu'on retient de tout ça pour la deuxième vague et le post-Covid? Je peux partager que, évidemment, les travaux qui viennent d'être cités ou les réflexions sur la durée, on les suit avec beaucoup d'attention. La difficulté qui se pose à Smart, ses membres ou les personnes qui constituent l'équipe mutualisée, c'est que nous, c'est du très court terme. C'est aujourd'hui et maintenant, et comment est-ce qu'on paye le salaire à la fin du mois, et avec ce salaire, tous les frais de vie, de lieu de vie, de se nourrir, de se transporter quand on a le droit de circuler, bref. Donc, une question plutôt court terme et moyen terme pour Smart, comment on s'organise en tant qu'acteur social? On sait que cette crise sanitaire, elle va durer. Donc, est-ce qu'on continue à se confiner, à se retrancher chez nous et dans les limites, en tout cas que moi je perçois en proximité, c'est que le télétravail, vous l'avez souligné, ça a amené du temps, du soin, mais on rencontre déjà des limites qui sont liées dans les interactions sociales qui sont liées au travail, toute la régulation et tout ça. On voit aussi un certain nombre de tensions poindre depuis la rentrée. Donc le télétravail, comment est-ce qu'on le réorganise pour aussi avoir des temps en présentiel et des temps d'échange, qu'il y ait vague sanitaire ou pas. Aussi le fait qu'on peut se baser sur une première expérience, puisqu'on a vécu cruellement tous un confinement du jour au lendemain. Comment est-ce qu'on capitalise là-dessus? Il y a eu des bonnes choses qui se sont passées, des moins bonnes. Et donc là, on est en train de regarder comment on va se servir de tout ça pour aborder cette deuxième période. Bien sûr, maintenir les échanges sur l'organisation du travail, tant avec les membres, donc là, ce serait au titre de sociétaire et à travers la vie coopérative. Donc, comment on continue à avoir ces liens, qu'est-ce qu'il vous faut, qu'est-ce qu'on doit mettre en place, quels sont les services que peuvent mettre à disposition la coopérative pour ses membres, et puis les élections sociales qui arrivent tant en France qu'en Belgique. Donc, comment on continue à ouvrir cette transversalité avec une envie d'horizontalité, mais est-ce qu'elle est accessible, est-ce qu'elle est souhaitée, est-ce qu'elle est souhaitable? En tout cas, ça c'est présent.
évidemment mobiliser tous les soutiens économiques et sociaux possibles et imaginables. Smart peut mettre en partie à disposition une partie de ses ressources, mais elles ne sont pas infinies, puisque comme nous sommes une organisation économique, donc si l'économie ne tourne pas, il y a une fin à ça, donc il faut en prendre soin aussi. Et puis tout ce qui est de l'ordre de l'accompagnement collectif, que ce soit interne, externe, au sein de la communauté, les membres entre eux, par secteur, par pays, par région, enfin tout ça est aussi en cours de déclinaison. Donc, voilà ce que je peux nommer. Je ne sais pas si c'est une réaction, mais en tout cas c'est un quotidien et qui est assez rude. Hein. J'imagine. Donc, alors, c'est le moment des questions-réponses. D'abord, je voulais vraiment vous remercier à tous les intervenants parce que j'ai vraiment trouvé passionnant les interventions et j'espère que ça a sollicité pas mal de questions. Donc, je vois un commentaire d'Aurélien et puis il y a une question sur YouTube de Bassan Laure qui demande en quoi la réduction du temps de travail des salariés, il manque un morceau. Peut-être que Nico, toi tu l'as en entier, peut-être tu vas intervenir. Bonjour, il me semble que tu l'as en entier, mais je vais la lire telle que je l'ai. En quoi la réduction du temps de travail des salariés, par exemple les salariés permanents de Smart, aurait pour corollaire une augmentation du nombre de coopérateurs, par exemple de Smart Coop. Ah, et donc cette question, elle est adressée… Elle n'est pas adressée à quelqu'un en particulier. Elle n'est pas adressée à quelqu'un, je l'ai retranscrite telle qu'elle. D'accord. Je veux bien y répondre si tu veux, Sarah. Vas-y. Juste en parlant bien fort. Ok. En fait, la question, c'est quelle est la mécanique, pourquoi il y aurait corollaire. Une des… comment dire? À l'heure actuelle, les coopératives ont une utilité, ont un rôle pour accompagner et organiser des activités économiques. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que pour qu'on soit à l'équilibre, il faut que les individus rapportent du chiffre d'affaires, ce qui fait fonctionner l'équipe mutualisée et ce qui permet du coup d'assurer les filets de sécurité et d'augmenter la protection sociale. Mais on se place toujours dans une optique qu'on accueille des membres en fait pour générer de l'activité et générer du flux économique. L'hypothèse qu'en fait on émet avec ma collègue, c'est de se dire sur le territoire français, il y a tout un tas d'individus qui souhaitent réduire leur temps d'emploi. Mais en France, c'est conditionné. La réduction du temps d'emploi, soit avoir des enfants, soit être en création d'activité. Et il y a un effet de nombre, en fait, il y a un effet de levier, c'est-à-dire que si les coopératives créent les dispositifs pour accueillir des personnes qui sont salariés classiques, qui souhaitent diminuer leur temps d'emploi, le rôle de la coopérative devient de justifier la création d'une activité. Elle ne sera pas forcément, ce ne sera pas une activité création de richesse économique, mais l'effet de nombre fait qu'en fait, on va favoriser la réduction individuelle du temps d'emploi pour les personnes qui le souhaitent. Donc, ça veut dire qu'en fait, ça revient à faire une réduction collective du temps de travail, parce que du coup, là, sur les échantillons qu'on a, nous, c'est 20%, et en fait, c'est assez stable par rapport à ce qui se dit sur les études françaises depuis un certain nombre d'années, c'est que du coup, on a un nombre d'individus très important, autour des 20% qui souhaitent réduire leur temps d'emploi. Et donc, du coup, c'est des individus en fait, qui pourraient rentrer dans le milieu coopératif parce qu'on justifierait de la création d'une activité, qu'elle soit monétaire ou non, parce qu'en fait, l'activité n'est pas définie dans le Code du travail français. Et mécaniquement, en fait, ça veut dire qu'on augmente le nombre de membres dans les coopératives et on vient valider l'idée que en fait, l'activité n'est pas forcément, elle ne se place pas que sur un plan monétaire et financier. C'est ça le… Donc, en fait, on parvient à répondre à plusieurs objectifs. Un, répondre à un besoin sociétal de réduire le temps d'emploi et donc, du coup, de se rapprocher le temps.
les gens vont moins consommer. Et ça renvoie en fait à l'étude de Julien et de ses collègues. On a bien vu en fait que les gens, quand ils ralentissent, ils diminuent leur consommation néfaste avec des produits de mauvaise qualité, c'est-à-dire que du coup, les gens reprennent en fait des habitudes de consommation assez saines. Ils sont plus dans le faire, voilà. Et on a un mouvement d'ampleur, c'est-à-dire qu'en fait, on rend plus visible le milieu coopératif comme réponse à des besoins sociétaux pour tout un chacun dans la société. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas si j'y réponds, mais je pense que c'est un début de réponse. Merci. Alors, ici, si je reprends la parole, Sarah. Sarah. Oui, je te laisse répondre, enfin relayer les questions. En fait, il y a un témoignage et une remarque, à mon avis, tous les deux adressés vers Anne-Laure ou vers tout le monde, en tout cas pour le témoignage. C'est le témoignage d'Emilien que je lis rapidement, une dizaine de lignes. Dès le début du confinement, avant même le communiqué de presse de Smart, j'avais interpellé une ministre sur la problématique de la dégressivité du chômage qui allait perdurer malgré l'impossibilité de travailler ou même de chercher des missions. Le message a bien été entendu par le gouvernement, mais j'ai finalement été pénalisé par cette mesure de protection. En effet, j'ai reçu une notification d'une révision à la hausse de mon allocation grâce à des jours de travail durant les derniers mois. Mais dans la foulée, j'ai reçu un autre courrier annonçant que cette révision était annulée en raison du blocage décidé tant pour les baisses que les hausses. Évidemment, ceci s'ajoutait à l'impossibilité de travailler alors que ces prestations permettent en temps normal d'avoir des revenus plus élevés qu'un mois de chômage plein. Ça, c'est le premier témoignage d'Emilien. Je reviens à sa remarque après qui est plus liée au fonctionnement de Smart dans le contexte actuel, mais je m'interromps là pour l'instant pour laisser aux intervenants la possibilité de réagir. Sarah, tu pourras peut-être compléter puisque effectivement, dès le début de la crise sanitaire et au fur et à mesure où l'accès aux droits à la couverture sociale ont été connus d'un côté ou de l'autre de la frontière, on a fait valoir, et particulièrement en Belgique, la difficulté d'accès pour les personnes issus de la communauté Smart d'accéder justement à ces droits ou alors des choses complètement incongrues. C'est-à-dire en temps normal, j'accède à tel type de droit. Là, comme c'est période Covid, j'y accède plus. On me dit OK, après on revient. Enfin, ça a été assez insensé. Donc tout ça, on l'a relayé et on continue. Non pas à réclamer, mais en tout cas à travailler à ce que ces droits soient adaptés et à la situation et aux différents statuts. Et pour certains des membres Smart qui n'ont pas pu se faire reconnaître soit en tant que salariés ni en tant qu'indépendants, et c'est complètement insensé. Donc ça, on est toujours là-dessus et on est toujours, enfin à chaque fois qu'on a un témoignage dans ce sens, on le documente pour pouvoir faire avancer parfois dossier par dossier pour que vous puissiez accéder à vos droits. Et je pense, Sarah, tu fais partie des collègues oui. Qui documentent tout ça. On l'a vu, on a fait pas mal de plaidoyer pour que le chômage temporaire puisse être accessible aux membres, aux personnes qui ont des prestations courtes. Et il y avait des difficultés au début à prendre en considération les contrats qui étaient qui commençaient pas avant le début du confinement, ni se terminaient après. Donc, il fallait être dans ces situations-là. On a fait avancer certaines choses. On a pu faire reconnaître, par exemple, le fait que les prestations plus courtes que la durée du confinement devaient être éligibles aussi. Et donc, on essaye de valider, de faire comprendre la situation des freelances. C'est pas du tout évident. Il y a une volonté de certains de le faire, mais une difficulté en fait à l'appliquer.
ou à trouver une solution concrète. Mais on continue de discuter avec les différents cabinets, que ce soit pour la protection sociale, l'accès au chômage ou bien même les aides économiques. Et on essaie de faire comprendre la situation et qu'en fait, d'autant plus que tous les États membres ont signé le socle européen de droits sociaux qui reconnaît qu'il faudrait que tous les travailleurs aient accès à la même protection sociale, quelle que soit leur situation ou leur relation contractuelle. Mais on le voit, dans les faits, c'est pas comme ça. Je ne crois pas que ce soit une malveillance de la part des autorités. Je crois que c'est d'une part une difficulté à les prendre en considération dès le départ. Et après, de trouver des solutions concrètes. Il nous reste encore 5 minutes, donc je ne vais pas chipoter sur le live streaming, mais il y a une dernière question ici sur le chat, à moins que quelqu'un ici sur Jitsi veuille poser une question en live. Bah, alors, Nico, tu veux peut-être lire la dernière question? Moi, j'ai un petit problème technique, j'arrive pas à lire les derniers messages jusqu'au bout. Non? Sarah, peut-être pendant que Nico résout les problèmes, je peux lire la question d'Emilien. Merci. Donc, c'est la dernière question. C'est un constat. Je rejoins les points de vue d'Anne-Laure sur la baisse de la qualité des rapports sociaux internes à Smart. Avec le télétravail des conseillers, il est difficile d'avoir des réponses aux questions. Par email, l'échange n'est pas le même que dans les face-à-face, ni même au téléphone. On n'arrive pas à échanger de nombreux messages. Nous avons de nombreux messages, alors qu'oralement, on pourrait apporter tout de suite la nuance nécessaire à une meilleure compréhension. On perd beaucoup de temps en efficacité, et cela vaut dans les deux sens. Effectivement, c'est quelque chose qu'on a noté et qu'on a essayé de remettre en place en réouvrant ce qu'on appelle le helpdesk, c'est-à-dire que les membres peuvent passer à la demande. Ça a été possible dans quelques bureaux depuis la semaine dernière et ça devait se remettre en place cette semaine à Bruxelles. Voilà, le temps qu'on s'organise, qu'on intègre quelles sont les consignes sanitaires, est-ce qu'on a tout le matériel, de jouer avec toutes ces contraintes, fait qu'au moment où on est prêt, on est obligé de repasser en mesures sanitaires élevées. En attendant, ce que ça a amené, cette crise sanitaire, c'est que ça a désorganisé complètement le métier et la façon dont on relationnait les uns avec les autres. Du coup, cette demande, ce souhait d'avoir une réponse à la carte quand j'en ai besoin, qui était plus ou moins possible avant la crise sanitaire, on a le souhait aujourd'hui que cette norme d'accès, je vais dire immédiat, même si je sais bien qu'il y a beaucoup de compréhension et d'adaptabilité de la part des membres, elle est plus possible aujourd'hui. On n'a pas, le service Smart ou ce qu'on attend au sein de Smart, ça n'est pas normé. Et du coup, à chaque fois qu'on cherche à réouvrir une partie, à mobiliser du chômage partiel pour les membres de l'équipe, parce qu'on se doit aussi de prendre soin de la structure et de faire des économies, d'ouvrir les portes, oui, mais est-ce que les normes sanitaires, c'est assez infernal en fait, la pression que ça met sur toutes et tous. En attendant, on a bien en tête que ce contact à distance par mail ou sur rendez-vous va pas pouvoir tenir encore des mois. Donc on bosse dessus. Et on va voir comment le niveau de mesures sanitaires, est-ce qu'il se maintient comme ça et on va pouvoir reprendre des rendez-vous même en présentiel, ou s'il se renforce et on passe en confinement total. Et là, bien sûr, ça sera partie remise. Merci pour cette réponse. Bon, il nous reste 2 minutes. Donc, à moins qu'il y ait une question pressante qui nous parvient, je ne vois pas. Ben moi, je tiens vraiment à vous remercier. J'ai trouvé ces interventions, ces échanges très enrichissants. Il y a
ça donne beaucoup de matière à développer, beaucoup de champs pour le plaidoyer et aussi pour les actions concrètes à mener au sein des coopératives, avec les coopérateurs, mais aussi avec le monde extérieur. Et vraiment, un tout grand merci à Julien, Samuel et à Anne-Laure pour votre temps. C'était, en tout cas pour moi, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai trouvé ça très enrichissant. Et j'espère que c'est le cas pour tout le monde. Donc, encore merci. Et ah oui, juste pour rappel, pour ceux qui n'ont pas lu les analyses dont on a parlé, vous trouverez, certains liens ont été mis ici dans la chat et sinon, vous pouvez le trouver aussi sur la chronique. Il y avait un article sur justement European Freelancers Week où on relaie ces enquêtes que vous pouvez lire. Mais merci à toi, Emilien. Il dit merci pour les études menées et notre défense. À bientôt. Et oui, et merci à Marcella aussi qui m'a beaucoup aidé à la préparation et à Sergio aussi qui n'est pas avec nous mais qui a pu beaucoup m'aider à la préparation et à Nico aussi pour les aspects techniques et tout le monde qui nous a aidés à un moment donné en fait. Merci et une très belle après-midi. Ciao les collègues. À bientôt.